vas-tu checker, Anto? Pour pas qu'il se passe la même affaire que la Ben, semaine passée. c'était pas depuis le début la semaine passée. Je sais, mais Mais on est live. on est-tu live? Oui, on est live. On est live! On est live. Cool! Fait que, on va dire hola hola! On est le 28 juillet 2025. Un mois direct avant ta fête, Anto. Ouais. Dans un mois, Antoine va avoir 19 ans. C'est cool, ça. Ouais. Tu te sens-tu un grand garçon? Ouais. Fait que j'ai lancé une invitation, mais à la dernière minute. Fait qu'au pire, les gens ils vont nous regarder en rediffusion. Ah, mais là, on voit qu'il y a quelques personnes qui commencent à arriver. Hola, hola, comment allez-vous? Fait que ça me tentait de refaire un live Ouais. ce lundi. Ça te tentait-tu? Moi, ça me tentait. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas tenté. La semaine passée, ben finalement, ça a été cool. Alors, il y a eu plusieurs commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre à toutes encore, mais il y a eu des questions suite à mon live de la semaine dernière qui m'ont été posées. Plusieurs questions différentes. Tu veux-tu le partager dans les groupes, s'il te plaît? Ouais. Alors, ce soir, salut Katou! Fait que ce soir, quand on écrit hola avec notre téléphone, le traducteur, il met un accent grave sur le A. Puis je vous annonce qu'il n'y en a pas dans la vérité. Dans la réalité, en espagnol, il n'y en a pas d'accent. Fait qu'il n'y a pas d'accent grave. Il y a juste des accents aigus. Me trompes-tu? Euh, Tu m'as entendu? Me non, semble que je non, me non, trompe pas. oui, Il n'y a pas d'accent grave. il y a pas d'accent grave. Il y a juste des accents Il y a juste aigus. des accents aigus. Sur les A, les O, les U, toutes les Je lettres. fais juste Fait que voilà. ici. Salut Linda! Comment ça va? Fait que c'est ça. Fait que la semaine passée, on a fait un live. Petite gorgée d'eau. Dans mon merveilleux verre qui vient du Rainforest Café à San Antonio, où est-ce qu'on est allé l'été passé, au mois d'août, au Texas. Si vous avez l'occasion d'aller dans un restaurant Rainforest Café. Café, allez là, c'est cool, c'est une belle expérience. C'est beau, c'est super beau. Fait que essayez ça, c'est super cool. Si vous avez l'occasion d'aller au Texas un jour, surtout allez là. C'est pas une destination auquel j'avais pensé du moment que j'étais au Québec, parce que c'est comme le dernier état en bas. Mais nous, c'est le premier, le plus proche, à partir de où on habite. Alors l'année passée, on a conduit jusque-là, puis c'était Ouais. cool, hein? C'est un beau voyage. Et il y a les barbecues texans où est-ce qu'il y a de la viande extraordinaire à goûter. Alors, faites-vous un cadeau, allez là au moins une fois dans votre vie, ça vaut la peine. On est allé à Austin puis San Antonio, on n'a pas été à Dallas et Houston. Houston, c'est ça. Houston, l'autre place. Éventuellement. Nous y retournerons. Fait que bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut Julie, salut Rachel. Fait que bonsoir à tout le monde. Fait qu'en tout cas, j'ai décidé ce soir de répondre à quelques questions qui reviennent souvent depuis qu'on est au Mexique et qui m'ont été posées, entre autres, sur le dernier live. Alors, la première question qui m'est posée le plus souvent, c'est est-ce que tu as pensé à revenir au Québec? Pourquoi tu ne reviens pas au Québec? C'est la première question qu'on me pose depuis 4 ans, je pense. Fait que, numéro 1, puis je crois que la personne qui m'a posé la question la semaine dernière sous le live, c'était plus Esti, ça va tellement mal depuis que tu es au Mexique, il t'est arrivé plein d'affaires, tu sais, pourquoi tu reviens pas au Québec? Fait que la première raison que je dirais, c'est pas de neige depuis 4 ans, c'est merveilleux. C'est la première affaire que je dirais. Hein? Tu t'ennuies de ça, la neige? Non. Moi, je m'ennuie pas de la neige. Non. Numéro 1. Fait que pas de neige, ça fait bien mon affaire. C'est pas que j'haïssais la neige, là, j'avais appris à aimer l'hiver. Mais tu sais, on peut s'en passer tout le temps. Ouais. Fait que, fait que disons que la plus grande raison pour laquelle on ne revient pas, c'est ce que l'on vit ici, malgré toutes les embûches et toutes les grosses histoires qu'on a passées au travers, c'est on aime ça ici. Ouais.
On aime ça au Mexique. On aime l'aventure que nous vivons. Je me serais passé de me faire frauder, je me serais passé de me faire varloper, je me serais passé de tout ce qui est arrivé de négatif. Mais l'aventure qu'on vit au Mexique, c'est une aventure, de liberté extraordinaire, et aussi c'est que l'on vit dans un... C'est très différent, le Mexique. Je suis en train de dire ça, puis en même temps, dans ma tête, ça me dit, je trouve que le peuple mexicain ressemble aux Québécois de là, genre 30-40 ans. Toi, tu peux pas le savoir, hein, parce que tu n'étais pas là, le J'étais pas là, 30-40 ans, d'accord. mais je t'espérais même pas à ce moment-là. Mais les Mexicains sont des gens familiaux. Ce sont des gens pour qui la famille est super importante et qui vont se rencontrer et qui vont être ensemble. Ce sont des gens loyaux. Fait que les fraudes ici, je les ai pas vécues par des Mexicains, je les ai vécues par des Québécois, pas des Mexicains. Fait que les Mexicains sont ceux qui me donnent des coups de main. Les Mexicains, ce sont des gens loyaux. Fait que tu sais, le Mexique, il est vendu par les médias comme un pays dangereux. Où est-ce que tu peux pas traverser la rue, tu vas te faire tirer. C'est pas vrai, ça. Fait que moi, je suis une maman seule avec ses deux garçons depuis 4 ans et on se promène au Mexique en voiture. Euh, on n'a pas été du côté de Cancun encore. Un jour, nous irons, mais on a été en tant que touriste avant à Playa del Carmen, tout Ouais. ça. Puis il y a beaucoup de Québécois qui s'en vont vers Playa del Carmen de nos jours. C'est la nouvelle Florida, là, à cette heure que les gens boudent les États-Unis parce que c'est bien à la mode de bouder puis d'être enragé de nos jours. Fait que il y a toutes sortes d'histoires, mais fait qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont de ce côté-là. Je vivrai jamais là à l'année longue parce que c'est trop chaud à côté de la mer, numéro un. Je sais, on l'a essayé. On a vécu 2 ans sur le bord de la mer. C'est extraordinaire aller à la mer quand que tu pars du Québec au mois de janvier qui fait -20 puis qu'il y a 42 pieds de neige dehors. Puis là, tu arrives au Mexique, puis là, il fait super chaud, puis ils t'attendent dans ta chambre. Ils ont mis ça à -20 pour être sûr que tu n'aies pas trop chaud quand tu reviens dans ta chambre. Mais ça, c'est être un touriste au Mexique. C'est pas vivre au Mexique. Fait que tu peux pas tenir ta maison à -20. Ben, tu peux. C'est juste que ça risque de te coûter 1000 pièces d'électricité par mois. Genre. Fait que ça coûte cher, l'air climatisé. Donc, quand on vit sur le bord de l'eau, ben, et de toute façon, moi, j'ai connu des Québécois qui vivaient à Puerto Vallarta, puis ils vivaient dans l'air climatisé 24 heures sur 24. Genre, c'était 12 heures en haut, 12 heures en bas. Tu rentrais chez eux, il faisait froid. Mais quand tu sors dehors, tu veux mourir parce que la chaleur est accablante dehors. Fait que je pense pas que c'est la manière de vivre dans l'air climatisé tout le temps. Puis ça coûte la peau des fesses. Fait que, fait que donc, c'est la raison pour laquelle on est rendu dans le centre du Mexique. Parce qu'ici, là, mesdames et messieurs, je pense qu'il faisait plus froid que chez vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il devait faire... il y a un moment donné, j'ai pensé à mettre une petite veste. Il faisait peut-être 20, 21, 22. Il faisait pas chaud aujourd'hui. Es-tu d'accord avec moi? Non, non, Je sais il pas, faisait j'essaie chaud. de regarder que c'est combien qu'il fait. Fait que on vit en 22. Il fait 22 actuellement, chez nous. Puis là, puis là, ça va tomber sûrement jusqu'à 14-15 la nuit. Et j'aime ça, me coucher quand il fait frais, au lieu de me coucher quand il fait 30 avec 85% d'humidité. C'est dur de vivre là-dedans. En tout cas, pour nous. Il y a du monde qui sont faits pour ça. Il y a du monde qui aime ça. Ça, c'était pas notre genre. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça qu'on a bougé à l'intérieur du Mexique. On s'est cherché un spot qui nous allait bien. Fait que là, on est au centre du Mexique. On est dans la ville de Querétaro, qui est à peu près 3 heures de route au nord de Mexico City, qui est en plein milieu du Mexique. Et on est en altitude. On vit à 1870 mètres d'altitude. Fait que quand on est venu pendant une semaine, juste pour visiter ici, j'ai senti rien. Mais quand je suis venue vivre ici, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à sentir les effets de l'altitude. Ça m'a pris à peu près 3 mois à
m'adapter à l'altitude à laquelle nous vivons. Mes gars, ils n'ont rien senti. Right? Eux autres, c'était comme du beurre dans le poêle. Mais moi, ça a eu des effets sur ma respiration. J'étais essoufflée. Puis j'ai eu des problèmes de digestion. Pas digérer la bouffe, mais j'ai intestinale. Ouais. Qui sont, semble-t-il, normales pour la majeure partie des gens qui vivent en altitude au début. Fait que, fait que je suis passée par Québec pour retourner à Ottawa, me semble, mais je réponds à la question pourquoi on ne revient pas au Québec, pourquoi on n'a pas eu le goût de retourner au Québec. Fait que donc, on vit une super belle expérience. On se promène dans le pays depuis 4 ans. On a visité beaucoup, hein? On a vu Ouais. plusieurs villes. On a fait... j'ai 40 000 kilomètres à peu près sur mon auto. Fait que j'ai fait 40 000 kilomètres à travers le Mexique. Je sais pas parce que je roule pour aller travailler. Je travaille de la maison. Fait que donc, on s'est promené. On adore visiter et découvrir ce pays-là. J'habite à 8 minutes d'une pyramide. Je me sens comme spéciale parce que je l'ai déjà montré à un moment donné. On a fait un live, on était dans l'auto, hein, je me trompe pas. Ouais. Puis on a été jusqu'à la pyramide, on vous la remontrera à un autre moment donné. Donc elle s'appelle El Cimatorio. Non. Non, El Cimatorio c'est le Cerrito. parc. Cerrito. El Cerrito. El Cerrito, c'est la pyramide El Cerrito. Si? Ouais. Yo estoy correcta? Ouais. Ok. C'est mon correcteur en anglais puis en espagnol. Fait que donc, on vit à côté d'une pyramide. Toute l'histoire du Mexique se retrouve dans le centre du Mexique, beaucoup plus que dans les pays, dans les places touristiques. Fait que oui, il y a la pyramide, là, pas loin de Cancun, Chichen Itza. Merci, le nom ne me revenait pas. Mais, puis de ce côté-là, il y a aussi les... comment ça s'appelle, les places que tu rentres, les cavernes avec de l'eau, là? Je cherche mes mots, ça. En tout cas, je vais le trouver. Il y a ça, il n'y en a pas Cenote. ailleurs. Les cenotes. Les cenotes, ça, c'est du bord de Cancun, tout ça. Il n'y en a pas sur le bord du Pacifique. C'est particulier à cette région-là. Fait que ça, c'est des places où est-ce que, quand tu es une touriste, tu vas visiter là-bas. Tu vas visiter ça, ces trucs-là, quand tu es dans cette région-là. Mais sinon, la culture, l'histoire du Mexique se retrouve plus dans le centre du Mexique. Ici, Querétaro, c'est la ville, entre autres, où voyons, Benito Juárez a tué le roi de, du Mexique, qui était une colonie espagnole à l'époque. Fait que donc, ça a commencé même. Et ça s'est fait ici, à Querétaro. Fait que donc, on apprend à connaître un nouveau pays. Le Canada, on l'a fait d'un océan à l'autre en auto, nous autres. On a visité tout, sauf la Nouvelle-Écosse. On n'a pas été en Nouvelle-Écosse, mais on n'a pas été sur l'île de Terre-Neuve, mais on est allé au Labrador. Ouais. Il n'y a pas grand-chose là, mais on est allé. Fait que le Canada, on l'a bien découvert. On l'a découvert d'un océan à l'autre. Et le Mexique, on va éventuellement le découvrir d'un océan à l'autre aussi. Fait qu'il nous reste encore plein de places à visiter. Puis il y a certains endroits où est-ce qu'on n'ira pas nécessairement. Parce qu'il y a certains endroits qui sont pas recommandables à cause de ce qui se passe avec le cartel. Mais sinon, il faut que vous sachiez que le Mexique, c'est pas le pays dangereux dont lequel les médias nous parlent. Fait que moi, je me suis jamais sentie en danger ici. On se promène, j'ai ma sacoche sur l'épaule, je me promène n'importe où, dans le centre-ville, je me promène avec mon auto n'a jamais été volée, jamais été... je me suis fait déjà voler mon radio d'auto à Montréal quand j'avais 20 ans. Mais ici, non. Rien. Rien. Aussi, ce n'est pas le pays pauvre que nous croyons non plus, le Mexique. Fait que quand on s'en va en tant que touriste, on s'en va dans des endroits qui, à l'époque, étaient des petits villages de pêcheurs qui se sont développés grâce au tourisme. Et donc, il y a plein de trucs touristiques et la majeure partie des gens qui vivent là, ben, ils vont vivre, ils dépendent du tourisme. Fait que c'est pas les endroits les plus riches, genre. Mais Mexico City, Querétaro, c'est pas des places pauvres. Ici, là, j'ai jamais vu autant de BMW, Mercedes, Porsche.
Audi. Audi, des gros chars. J'en ai jamais vu autant au Mexique pas au Mexique, au Québec que j'en vois ici. Moi, j'ai une Nissan, là, X-Trail. C'est ça? Ouais. C'est ça que j'ai. OK. Je suis pas très char. Fait que nous autres, on a une Nissan. Nissan, c'est super à la mode aussi ici. Mais bon. Fait qu'en tout cas, il y a plein de choses à découvrir. On vit une belle expérience. On apprend une nouvelle culture. Et je crois que c'est enrichissant. Pas juste d'aller passer une semaine. Tu sais, on était déjà venu au Mexique. On est venu passer, en 2019, on est venu passer une semaine dans un tout inclus. Tu peux pas dire que tu as connu le pays parce que tu connais le tout inclus dans lequel tu es enfermé pendant une semaine. Or, ce que nous vivons depuis que nous sommes au Mexique, c'est autre chose. On parle avec le monde. D'abord, on a appris la langue. Antoine, c'est le meilleur de nous trois. Mais c'est moi qui parle le plus, mais c'est lui qui me corrige au fur et à mesure. Ou qui me dit les mots que je cherche parce que tout à coup, je ne le trouve pas. Fait qu'on a appris la langue et donc on parle avec les gens. Quand on va visiter quoi que ce soit, on parle avec les gens. Donc on apprend à connaître les gens. On discute avec eux. À un moment donné, l'année passée, on est allé, on cherchait un bœuf. On voulait se faire un bœuf. Au Québec, j'ai acheté un bœuf dans un demi-bœuf par 6 mois. Parce qu'un bœuf au complet, ça prend plusieurs congélateurs. Fait que je l'achetais à moitié de bœuf. Fait que là, je me cherchais un bœuf. À un moment donné, on est allé, je sais plus où ce qu'on était. T'en souviens-tu où ce qu'on était? Euh, Parce que d'une place où il y a des bœufs, puis les gars qui ont les bœufs, ils les amènent là pour les vendre. Et je me suis mis à parler avec les messieurs. Fait que on vit une expérience tout à fait différente. On apprend à connaître ces gens-là et une des choses les plus importantes, j'en ai parlé super souvent depuis que je parle en live, depuis 2019, je vous parlais du conditionnement. À l'époque, je vous parlais juste de la bouffe. Mais je vous parlais du conditionnement dans lequel on vit. Quand on écoute la télé, t'écoutes une émission, genre, je me souviens avoir déjà dit ça, il y avait une émission de police là, qui jouait tous les jours. Comment ça s'appelait? 19-2, c'était ça? Je me rappelle plus. le district 31. District 31? En tout cas, une affaire de même. Ça jouait tous les jours, ça. Écrivez-moi ça, je m'en souviens plus. Puis tu sais, il y en avait juste un qui était au régime, c'était celui-là qui était gros, Michel, je sais plus qui. Puis c'était le seul qui disait non à toutes les beignes. Alors que tous les autres sont gros de même, puis ils mangent toutes des beignes. Ce qui nous donne l'impression que de manger des beignes, c'est normal. Puis que tous les gens qui sont minces, ils mangent des beignes. Puis là, tout à coup, après 10 minutes d'avoir regardé des histoires de police qui mangent des beignes, t'as 3 minutes d'annonce. Puis là, t'es pas toi-même quand tu manges pas ta Snickers. Après ça, une barre Mars par jour, au travail, au repos et dans les loisirs. Je pense que c'était ça. Après ça, casse-toi une Kit Kat. Bref, on est toujours conditionné, que ce soit au niveau de la bouffe, mais pas juste au niveau de la bouffe, on est toujours conditionné de toutes sortes de manières. Au Québec, je sais pas pour vous autres, là, mais au Québec, ceux qui parlent français, moi j'ai parlé français seulement et uniquement jusqu'à l'âge de 30 ans. Après ça, je suis allé au 244-6011 and now I can speak English. OK? Puis après ça, j'ai marié un Américain. Fait que j'ai vécu chez nous en anglais, puis j'ai eu des garçons qui ont appris la langue anglaise en premier. Ils parlent français évidemment, mais leur langue première c'était l'anglais parce qu'on parlait anglais à la maison. Mais parce que j'ai été formatée comme une francophone, c'était comme genre, je peux pas sortir du Québec, moi. Je peux pas sortir du Québec parce que si je sors du Québec, ça parle pas la langue que je parle. Or, juste ça, c'est un conditionnement. Fait qu'il n'y a pas juste sur la bouffe qu'on est conditionné. On est conditionné sur plein de choses, entre autres la langue. Je ne sais pas si vous autres, ça vous a affecté, mais moi, quand j'ai appris l'anglais, ça m'a permis d'ouvrir une porte autre. Je me rappelle d'avoir été à Ottawa. C'était votre père qui vous gardait cette fin de semaine-là. Je ne sais plus en quelle année. Vous étiez des petits poupous. J'avais été voir Wicked à Ottawa. Puis c'était la première fois que j'allais à Ottawa depuis que je parlais anglais. Puis là, tout à coup, j'avais été voir le musée, des toutes sortes de musées là-bas. Là. Puis là, je regardais ça, puis là, j'étais comme, ah, OK, c'est pas un Américain. C'est un Canadien anglais. Parce que moi, à l'époque, que je parlais pas anglais, j'avais l'impression que tout le monde qui parlait anglais, c'était juste des Américains. Mais non. Puis là, tout à coup,
j'ai commencé à ouvrir les portes de mon esprit parce que j'ai appris une nouvelle langue. Après ça, ben, il y a plein de conditionnements dans lesquels on vit au Québec. Je ne sais pas chez vous comment est-ce que c'est, mais chez nous, entre autres, c'était tu vas à l'école, tu as des bonnes notes, après ça, tu vas à l'université, tu as une bonne job, tu mets de l'argent dans tes REER, puis un jour, tu vivras quand tu prendras ta retraite. En attendant, tu piles de l'argent. C'est ce que ma mère, elle a fait, mais elle s'est pas rendue à sa retraite, elle est morte à 40 ans, fait qu'elle n'a jamais vécu. Mon père, il s'est pas rendu à sa retraite, il est mort à 56 ans, fait qu'il n'a jamais vécu. Parce que c'était ça, le conditionnement, la ligne droite. Après ça, quand j'ai eu des enfants, bon, là, j'avais pas ma mère pour me piocher sa tête et me dire comment faire et quand le faire. Mais les écoles sont là pour te ramener à l'ordre quand tu es mal à l'école. Sinon, toutes les autres, quand tu vas à la garderie ou toutes les affaires de mère, tu sais, il faut que tu ailles toutes tes affaires, sinon tu n'es pas une bonne mère. Il y a toutes sortes de conditionnements comme ça dans lesquels on vit. Quand on est arrivé ici, on est arrivé ici avec tous nos conditionnements. Évidemment, eux autres, ils étaient moins conditionnés que moi parce qu'il avait, lui, il avait 14 ans, 2 jours avant d'avoir 15, mais il avait 14 ans officiellement. Fait que l'autre, il venait d'avoir 13 ans, puis lui, il était 2 jours avant d'avoir 15 ans. Fait qu'il était moins conditionné que moi, qui avait 49. Mais quand je suis arrivé à Huatulco, je me souviens à un moment donné, un soir, on se promène, puis on passe à côté d'un parc. Il est 9-10 heures le soir, puis il y a des enfants qui jouent dans le parc. Puis mon premier réflexe, c'était oh, ça va coucher, hein? Les petits enfants, là. Il y a de l'école, là, ouais. Comment ça, ils sont pas couchés? Qu'est-ce que c'est ça? Ils se couchent pas, les enfants, ici? Bon, j'ai pas tout dit ça, j'ai juste pensé. Mais qu'est-ce qui m'a fait penser comme ça? C'est le conditionnement dans lequel j'ai vécu. Fait que des enfants de 5 ans à 7h30 au Québec sont couchés. Right? Sinon, ça ne se lève pas le matin. Puis là, il faut courir le matin pour aller les porter à la garderie parce que c'est ça, la vie. Mais ici, c'est pas nécessairement ça, la vie. Or, ils vivent autrement. Fait qu'au début, j'ai eu plein de réflexes de ce type-là qui venaient de mon conditionnement à moi, de québécoise, de nord-américaine, de c'est le même que ça se fait, puis pas autrement. Jusqu'à temps que je commence à être en contact avec une autre culture. Les enfants, ça ne boit pas du café, on s'entend tous là-dessus. Mais si vous allez en France, les petits Français, ils boivent du café à 5-6 ans. Or, le fait de vivre dans un autre pays, ça amène à ouvrir notre esprit. Ça amène à apprendre autre chose. Ça amène à se re-questionner sur tout ce qui fait que je suis moi aujourd'hui, que je pense ainsi aujourd'hui. Fait que comme j'ai vécu 49 ans au Québec, il y a 49 ans de conditionnement qui vient du Québec, qui, dans les 4 dernières années, ont été mises à l'épreuve, ces idées et ces pensées-là. Pourquoi? Parce qu'ici, ça ne marche pas comme ça marche chez nous, même si ça se ressemble beaucoup à plusieurs endroits. Mais les gens ne pensent pas de la même manière, ils ne vivent pas sous le même conditionnement, et donc, ça nous amène à nous remettre en question. Antoine, il a appris à conduire ici. Il n'a pas appris à conduire au Québec. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais mis sa photo de Antoine a eu son permis de conduire, il y a une madame qui a dit ben, il peut même pas chauffer au Québec. Puis là, je me disais, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour l'instant. Mais je peux vous dire une chose, si tu conduis ici, tu peux clairement, facilement chauffer au Québec. Parce que les gens n'ont pas les mêmes comportements sur la route. Fait que là, notre premier réflexe, en tout cas, plus maintenant, ça fait 4 ans. Fait qu'à cette heure, c'est vrai, c'est le même au Mexique. Fait que ça ne conduit pas de la même manière ici. Les lumières, c'est plus une suggestion qu'autre chose dans certaines parties. Ici, on est dans une plus grosse ville, fait que ça suit un peu plus les règles. Mais Huatulco, je pense qu'il y a 2 lumières dans la ville. C'est plus une suggestion qu'une obligation.
Mais au début, quand tu arrives avec ton conditionnement de québécoise, tu sais, tu suis les règles. Au Québec, on suit les règles. C'est très important. Moi, j'ai suivi les règles beaucoup dans ma vie. Fait qu'on suit les règles, on arrête aux lumières, on arrête au stop, jusqu'à temps que tu comprennes que le stop puis la lumière, c'est une suggestion au Mexique. Puis que là, tu finisses par pogner le tour de comment, toi, conduire à travers ça. Parce que tu peux pas te mettre à faire au Québec, ça chiale, ça crie, ça chiale sur les réseaux sociaux. Est-ce que piocheur du Christ, ça se fait pas. Mais ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait ailleurs. Chez nous, on pense que ça se fait pas. Mais ailleurs, ça se fait. Fait que là, je peux pas commencer à crier après les 126 millions de Mexicains qui chauffent comme eux autres dans leur pays. Ils chauffent. C'est à moi à m'adapter. Je sais qu'on ne comprend pas nécessairement tout ça quand on est au Québec et au Canada parce qu'on voit que les autres ne s'adaptent pas à nous autres, mais moi, je le fais. Je m'adapte à eux. Je suis venue ici pour m'adapter à eux, pas pour leur demander de s'adapter à moi. Or, toute cette aventure d'ouverture d'esprit-là, ça nous nourrit grandement. Ça nous fait vivre autre chose. Au Québec, j'ai vécu une expérience extraordinaire, moins extraordinaire par certains bouts, et les dernières années ont été difficiles. Parce qu'étant donné qu'on suit les règles au Québec, on les a suivies pendant la pandémie, puis tout le monde s'est mis à saillir parce que tout à coup, tu avais le masque, un micronième de millimètre trop bas pour eux autres. Et ce climat-là a été difficile pour moi. Je sais qu'il y a plein de monde qui ont trouvé ça normal, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé ça normal, puis j'ai trouvé ça difficile de sentir la tension qui se créait là. Ici, il n'y a pas eu cette tension, il n'y avait pas ce feeling de tension-là. C'était autre chose. Fait que ça a été agréable. Et que je sois à Huatulco, ou à Puerto Vallarta, ou à Querétaro, ou à Puebla, ou à Tequila, je rencontre des gens qui sont joyeux. Je rencontre des gens qui sont souriants. Je rencontre des gens qui clairement ont des valeurs spirituelles très différentes de ce qu'on retrouve au Québec. Au Québec, on prône beaucoup la laïcité. Et la laïcité, c'est quoi? C'est croire en rien. Fait qu'on se regroupe tout autour du concept de rien. Ici, c'est différent. Les gens se regroupent encore autour de certaines valeurs traditionnelles. Les gens se tiennent, les gens sont ensemble, les gens vivent une vie très différente. Fait que c'est ça la raison pour laquelle on continue notre aventure mexicaine. Et étant donné que j'ai déjà eu des commentaires disgracieux qui sous-entendaient que j'étais une illégale au Mexique, je vous rappelle que nous sommes résidents temporaires 4 ans et que nous allons obtenir notre résidence permanente au mois de novembre prochain. Fait que nous ne sommes pas des illégaux. Tu sais, il y a toutes sortes de monde, toutes sortes de commentaires, et en général, les gens qui sont malins en profitent toujours pour lancer le petit pic de serpent quelque part à travers des commentaires. Donc, nous ne sommes pas des illégaux. Nous avons un statut qui a de l'allure. Puis, à travers tout ça, on continue de vivre notre aventure keto-ceto. C'est pas toujours nécessairement la même chose que chez nous. Il y a de la bouffe qui nous manque. Du smoke meat de Montréal, entre autres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas au Mexique. Il n'y en a pas. Fait que donc ça. La viande est très différente au Mexique.
Savez-vous c'est quoi la plus grande différence de la viande au Mexique par rapport au Québec et au Canada puis aux États-Unis? C'est ils ne vieillissent pas leur viande. Fait qu'ils peuvent tuer le bœuf le matin puis tu le manges le soir. Fait que c'est dur. C'est la raison pour laquelle la majeure partie de leur viande vont être marinées. Puis que la coupe qui pogne le plus, c'est le arrachera. Je l'ai dit fait comme faux, ou j'ai mis toro de chichi? Arrachera. C'est correct? OK. Arrachera, qui s'écrit arrachera, là, et qui est de la bavette. C'est la partie il y en a partout, dans tous les restaurants, dans toutes les épiceries. Hein? C'est ça, la coupe que tout le monde mange ici. C'est la raison pour laquelle leur viande, ils vont toute la couper en petits morceaux pour la mettre dans tes tacos. C'est parce que de cette manière-là, c'est moins dur. Et tout ça, c'est relié pas aux vaches, c'est pas les vaches qu'on mange chez les bœufs, c'est pas relié à la viande, c'est relié à la boucherie. Fait que nous, chez nous, moi, quand j'achetais un bœuf, j'appelais la ferme, elle me disait, OK, je vais l'envoyer à l'abattoir, puis genre, il y a un truck qui passe sur la rue, je sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends en stéréo, et c'était à peu près 2 semaines avant que le boucher m'appelle, parce qu'il vieillissait la viande. Tu sais, comme Rocky, il se battait sur de la viande en congélateur, là. Et c'est de la viande qui est en train de vieillir avant la consommation. Bon, mais ici, il n'y a pas ça. Or, c'est pour ça que la viande que vous mangez, quand vous allez au Mexique dans un tout inclus, peu importe, c'est de la viande locale que vous allez manger normalement. Ah, c'est les vidanges, je pense. Ouais. Parce que nous autres, ici, les vidanges, je passe 3 fois par semaine. Je ne veux pas vous faire chier, là. Mais ici, ça passe 3 fois par semaine. Puis je le sais que dans les places pour les touristes, il y a des poubelles, puis il y a des poubelles à recyclage, mais ça s'en va tout à la même place. Fait que dans nos domiciles, il n'y a pas de recyclage. Dites-les pas à personne. Puis on a des pailles en plastique. Le truck est à veille de partir, là. Ce qu'il fait, c'est qu'il se parque. Puis là, il fait 10-12 maisons autour, puis après ça, il bouge. Puis là, ben, il est parké devant chez nous, puis la fenêtre est ouverte. Fait que donc, on vit quelque chose de très différent. OK? On vit une expérience. Si je veux aller à la plage, je prends mon char, puis je fais 12 heures de route par là, ou 7 heures de route par là, ou 7 heures de route par là, puis j'y vais à la plage. Je vis au Mexique, tout est en espagnol. Tout. Il y a plein de noms de magasins en anglais, par exemple. Puis c'est pas grave. Ils parlent espagnol quand même. Fait que tout ça, cette expérience-là, ça nous amène, moi et mes fils, à ouvrir notre esprit et à vivre quelque chose de nouveau. Fait que c'est pour ça que je suis pas repartie avec mes bagages en dessous des bras, puis revenir le trou de cul en dessous du bras au Québec, genre, ça n'a pas marché mon affaire, puis là, aller me louer un appartement à 3,5 à 1600$ par mois. Ça, c'est fou. Fait que, on est ici, on est bien, malgré tout. Parce que, savez-vous, quand on vit quelque chose en dedans de nous, là, que tu te sois fait frauder pour une maison, ou que tu te sois fait frauder par tes partenaires d'affaires, ou que tu te sois fait chier d'en face par une fille qui disait qu'elle était ton amie, puis qu'elle est retournée au Québec pour aller craquer du monde contre toi, pour être sûr qu'ils parlent contre toi sur les réseaux sociaux. Que je sois au Mexique ou que je sois au Québec, ça va me faire mal quand même. Ça n'a aucun rapport avec la géographie où j'habite. Mais comment est-ce qu'on s'en sort, ça a tout rapport à comment on gère ça dans notre tête, puis comment on gère ça dans nos émotions.
Puis gang, je ne sais pas si vous le savez, là, c'est la réalité, c'est la vérité que je vous dis, là, mais pendant la pandémie qui a duré longtemps en esti, ça a supposé durer 3 semaines, cet cossin-là. Ça a duré 3 ans. Vous avez eu 2 confinements de 6 mois. Moi, je n'ai vécu un, là. Puis, pendant que vous étiez tous confinés au jour de l'an 2021, moi, j'étais sur une plage en train de regarder des feux d'artifice, puis de boire de la tequila parce que c'était l'anniversaire de Laurent. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Mais durant la pandémie, il y a eu beaucoup d'émotions, plus d'émotions que de raisons. Oups, on est flouté. Oh là, ma caméra. Fait que 4 ans, bon, tu vois, c'est pas que pire. 4 ans, c'est pas que pire. 3 semaines à 4 ans, faut-tu le faire? Parce qu'on le sait bien que les virus n'existaient pas avant 2020. Tout ça pour dire que durant la pandémie, 95% de la population a engraissé. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais on pouvait pas aller au gym, c'est pour ça qu'on a engraissé. Aucun rapport. Tu pouvais marcher dehors. Tu avais juste acheté un chien. Tu pouvais même marcher après 8 heures si tu avais un chien. Fait qu'il y a plein de monde qui ont acheté des chiens. Pour démontrer qu'on a vécu dans une raison incroyable. Les gens ont engraissé pendant la pandémie. Savez-vous pourquoi? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire, selon toi, comment ça se fait que la majeure partie de la population mondiale a engraissé pendant la pandémie? Puis là, on le sait, depuis ça, vous le savez, comment est-ce que le monde est malade? Et voilà, Sylvie, c'est devenu une raison de bouffer nos émotions. En fait, la majeure partie des gens n'étaient pas conscients des émotions qu'ils vivaient durant la pandémie. La majeure partie du monde, ils disaient, ben là, c'est pas grave, tu mets un masque, si tu vas au magasin, c'est quoi l'affaire? Ça demande même pas à rien de neuf. T'as rien qu'à te crisser un masque d'en face. Là, c'est quoi ton problème? Ça change rien dans ma vie, là. Ben oui, ça a changé tout dans toutes nos vies. On voyait plus de visage, on voyait plus de sourire. Les gens se regardaient de même au-dessus de leur masque pour être sûr que si toi, tu faisais attention à ma santé, on voyait plus notre famille, on voyait plus les gens. Le stress était effrayant. Pourquoi? Parce que la peur chapeautait tout le monde. Les gens avaient peur de mourir. Mais savez-vous que c'est la plus grande peur du monde sans pandémie? La peur de mourir, c'est la plus grande peur de tous les êtres humains. Ex aequo avec la peur de ne pas être aimé. Et donc, s'ensuit le « je suis jamais à la hauteur, je suis pas bonne, je suis pas fine, je suis pas capable », blablabla, tout ça. Tout le monde vit ça. Et là, tout à coup, mondialement parlant, là, on aurait dit qu'il y avait un alien qui venait de tomber sur la planète. Puis là, tout le monde avait peur de ce petit virus-là qui faisait qu'on ne pouvait plus sentir la bouffe puis la goûter. C'est à peu près la pire affaire qu'on a vue. Et les gens âgés sont décédés. Des gens très, très malades qui ont pogné ce virus-là, ça les a achevés. Comme mon mari, qui était super malade, puis qui a pogné la grippe en 2016, puis qui est décédé, parce qu'il était super malade. Et donc, il continue à faire peur au Québec, quand c'est pas une affaire, de ce temps-là, c'est l'environnement. Alors, on vit sous la peur depuis des années. Depuis, entre autres, la pandémie, ça l'a de même. Et tant que les gens vivent dans la peur, il va falloir... Savez-vous ce que la peur fait? La peur, ça m'amène un sentiment d'insécurité à l'intérieur de moi. OK? Si on regarde la pyramide des besoins de Abraham Maslow, mais ce que j'aime encore plus, c'est les 6 besoins humains de Tony Robbins. Le premier besoin humain, c'est le besoin de certitude. On a ces 6 besoins-là, on les a tout le temps. Le premier, c'est le besoin de certitude.
Alors, quand je vis dans une peur constante, qu'un virus pourrait me sauter dessus quand je sors puis que la voisine pourrait me l'envoyer parce qu'elle a osé inviter son fils à souper, comprenez-vous? Je vis dans la peur. La peur, ça fait quoi? Ça fait grimper mon stress. Et surtout, ça fait en sorte que j'ai pas mon besoin de certitude qui est comblé. Et si mon besoin de certitude de par ma vie n'est pas comblé, puis mon besoin de sécurité dans la pyramide de Maslow, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher inconsciemment une manière de combler notre besoin de certitude. Puis il y a plein d'affaires côté bouffe qui nous amènent de la certitude. Parce que tu n'es pas toi-même quand tu as mangé ta Snickers. Fait que quand tu ne te sens pas toi-même, mange ta Snickers. Ça veut dire, ça sous-entend que ça va combler ton besoin de sécurité. Une barre Mars par jour au travail, au repos et dans les loisirs. C'est sécuritaire. On sait qu'est-ce que ça va faire. Je le sais que c'est bon quand je mange mes Donald. Je le sais que c'est bon quand je mange une Snickers. Et donc, quand mon besoin de sécurité n'est pas comblé parce qu'à l'extérieur, le monde est fou, j'ai plus de sécurité à l'extérieur de mon domicile, je vais aller combler mon besoin de sécurité avec la bouffe. C'est ce qu'on appelle bouffer ses émotions. En fait, on ne bouffe pas nos émotions, on comble nos besoins via la sécurité de la bouffe. Même si elle me tue à petit feu puis qu'elle fait que je suis obligée, que je fais de la haute pression, que je fais du diabète, que je pète dans mes pantalons, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Parce que si mon besoin de sécurité est comblé via la bouffe, tout va bien. Est-ce que vous comprenez pourquoi plus je veux amener les gens à comprendre la psychologie? Durant le temps de la pandémie, j'en ai parlé, mais le monde, il ne voulait plus m'écouter. Il ne voulait plus m'écouter parce que je ne disais pas la bonne affaire pour eux autres. Parce que j'embarquais pas dans cette folie. Parce que moi, j'ai toujours été pour le bien-être de l'être humain. Je ne pouvais pas être pour déconfinement. C'est pas santé pour un être humain. C'est même pas santé pour les animaux. Vous n'êtes pas rendu compte? Plus ça va, moins il y a de zoos dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus en confiner les animaux dans des cages. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour les animaux. Mais c'est pas bon pour nous non plus. Or, ça a créé plein de déséquilibres au niveau psychologique, au niveau des pensées, au niveau des émotions, et ça a affecté aussi nos physiques. Fait que donc, et tout ça, ça dépend de comment c'est conditionné dans l'endroit où ce qu'on est. Quand je suis arrivée à Huatulco, on était en zone rouge. Fait que le gouvernement avait dit que c'était une zone rouge. Mais à Huatulco, si les gens n'ouvrent pas le restaurant, puis le rack à tacos, puis le cossin, ils meurent de faim. Il n'y avait pas de PCU qui fait en sorte que la dette du Canada déborde de tout bord de côté. Là. Il n'y avait pas de PCU. Or, les gens à Huatulco, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble, puis ils ont fait « Fuck it, nous autres, on les ouvre, nos commerces. Vous ne nous ferez pas crever de faim. » Or, la réaction du peuple a été très différente. Est-ce que vous comprenez? Fait que l'expérience de vivre là, fait que oui, il y avait des masques, il y avait même des petits tapis pour laver tes pieds. J'ai compris, quand ils ont enlevé, j'ai compris. Je l'ai jamais fait parce que je ne comprenais pas. Mais il y avait des petits tapis, il y avait un bac avec de l'eau. Un petit bac en plastique, là, petit dur, là, genre. Rubber, là. Puis là, il y avait un petit peu d'eau dedans. Fait que tu étais supposé de mettre tes pieds avec tes souliers, pas tes pieds nus. Tes souliers. Tes souliers dans tes bacs. Puis à côté, il y avait l'autre avec des petites pines en machin. Puis là, tu t'essuyais tes pieds de même là-dessus pour enlever le COVID dans dessous de tes pieds. Pas le charrier en magasin. Il y avait plein d'affaires.
en rentrant dans le Chedraui. Le Chedraui, c'est un genre de Walmart. OK? Je vais pas. Huguette, tu écouteras mon live de la semaine passée, mais moi, je ne ferai plus que du keto. Je ne peux plus faire que du keto. Pourquoi? Ben, parce que tu le sais, Huguette, comment manger keto, hein? Ça fait au moins. T'es venu me voir chez nous avant que je parte. Ça veut dire que ça fait au moins 4 ans que tu sais tout sur le keto. Puis ça fait déjà une couple d'années. T'as-tu réglé ton diabète? Huguette, es-tu réglé? Parce que quand je t'ai vu chez nous, il n'était pas réglé. Es-tu réglé? D'après moi, non. Donc, que je te parle du céto pendant 6 ans de plus, vas-tu régler ton diabète plus vite? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas dans l'assiette le plus grand problème, les mesdames et messieurs. C'est ici. C'est ici qu'on prend la décision de dire ah, c'est pas grave, je suis au restaurant, là. J'ai bien le droit de prendre un dessert. C'est ici que ça se passe. Quand tu vis des émotions parce que ça fait des années que tu vis sous la peur sur le territoire géographique dans lequel tu vis, c'est ça qui va t'amener éventuellement à régler ton problème via la bouffe. Et c'est ça qui va faire en sorte que ton diabète ne se réglera jamais. Ça n'a rien à voir avec comment manger céto. Manger céto, c'est simple. Voulez-vous que je fasse un 5 minutes, 3 minutes sur céto? Tu veux manger céto? Coupe le pain, coupe tous les féculents, le riz, les patates, machin. Coupe tout ça. C'est du poison, les pâtes. Coupe ça, mange la viande, mets du beurre dessus, puis mets une coupe de petits légumes parce que ça fait des couleurs à côté, beurre ça de sel. C'est ça manger céto. Y a-tu quelqu'un qui n'a pas compris ça? Est-ce que j'ai besoin à chaque semaine de vous dire, il ne faut pas en manger des Coffee Crisp, mesdames et messieurs, vous savez? C'est pas bon pour la santé manger des Coffee Crisp et des Kit Kat. J'ai passé des années à parler de ça. La majeure partie des gens qui ont perdu du poids pendant les années avec moi, avec le coaching que je faisais, puis tout ça, ils ne mangeaient plus des Kit Kat puis des Coffee Crisp. Ils avaient compris. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, ils ont fait « fuck you, je mange des Coffee Crisp puis des Kit Kat ». Puis aujourd'hui, des fois, ils viennent me parler en privé, ils viennent me voir, ils viennent dans mes groupes, ils ont repris 20, 30, 40, 50, 75 livres. C'est pas parce qu'ils savent pas que des Coffee Crisp, c'est pas bon. C'est parce qu'ils sont ici, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils reviennent toujours au Coffee Crisp. Ici, il y a quelque chose qui fait qu'elles reviennent toujours au Kit Kat. Depuis 2019, ça fait 6 ans que je regarde une poignée de dames qui sont fières, qui viennent nous montrer que tout à coup ça a marché, ça fait 2-3 semaines, ils ont perdu 10-12 livres, ils sont contentes, machin, machin. Ça fait 2-3 semaines, 4, 5, 6, 7, 8, 12 semaines. Puis là, tout à coup, whoop, ils disparaissent. On sait ce qui se passe. Ils ont mangé une Coffee Crisp. Puis là, ils ont honte parce qu'ils ont mangé une Coffee Crisp. Puis là, ils ont honte de venir le dire. Puis là, ils ont honte. Ils ont honte. Fait que là, ils se cachent. Puis là, en se cachant, parce qu'ils vivent de la honte, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des Coffee Crisp. Puis si c'est pas des Coffee Crisp, il y en a qui disent non, non, moi, j'ai plus jamais mangé des Coffee Crisp de ma vie, mais je mange 12 toasts par jour. Mais j'ai repris des patates parce une coach, là, j'ai déjà entendu ça là, quand j'étais à Huatulco. J'ai été voir l'autre coach là-bas, là, puis elle a dit que dans ménopause, je pouvais manger des patates puis des patates douces. Fait que j'en ai mangé. Résultat, j'ai repris 40 livres. Fait que tout le monde qui vous dit juste comment manger cette eau, ce que j'ai jamais fait, là, mais tout le monde qui font juste parler de ça, ils passent à côté de ce qui est le plus important. Qui sait pas qu'il faut pas manger de gâteau tous les jours? Qui sait pas que de s'acheter une barre de chocolat à chaque fois que tu vas gazer ton char, c'est pas bon pour toi? Qui est-ce qui le sait pas? Tout le monde le sait. Comment ça se fait qu'on vit dans un monde rempli d'obésité profonde comme jamais sur la planète Terre, comme jamais l'humain? Donc, il faut parler de ce qui se passe là.
Il faut parler de ce qui se passe là. Et c'est ce que je ferai. Je parlerai de ça bien avant. Et c'est de ça que je parle depuis que je parle ce soir. Parce que je vous ai parlé de conditionnement. Quand on est conditionné à manger des patates avec du steak, c'est dur d'enlever les patates. Puis la majeure partie des gens, c'est tout, va dire, oui, mais là, qu'est-ce que je vais manger à la place des patates? Oui, mais là, par quoi je vais remplacer le pain? Oui, mais là, par quoi je vais remplacer mes cochonneries le soir? Oui, mais tant qu'on cherche à remplacer nos mauvaises habitudes par des aussi mauvaises habitudes, mais d'autres aliments, on ne change rien dans qui nous sommes. La personne que je suis aujourd'hui, qui ne fait plus de diabète, puis qui ne mange plus ses émotions, c'est pas la même personne que j'étais v'là 10 ans. V'là 10 ans, je mangeais mes émotions. V'là 10 ans, quand j'allais gazer mon char, c'était sûr, je m'achetais une barre de chocolat. V'là 10 ans, j'étais pas la même personne. Il y a une partie de moi qui a dû s'éteindre pour laisser place à la personne qui devient quelqu'un d'autre. Quand on veut perdre du poids, quand on veut éliminer du poids, quand on veut changer d'identité, quand on est habitué d'être 50, 60, 70 overweight, puis que là, on veut être une femme mince et bien dans sa peau, qui ne fait plus de diabète, il faut qu'il y ait une partie, la partie qui m'a rendue diabétique, elle doit mourir en dedans de moi. Parce que tant que je nourris cette partie-là de moi, je nourris le diabète en moi. Et c'est de ça que moi, je veux parler, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Quand on est en surpoids, quand on est malade, quand notre corps est rendu malade, c'est parce que ça fait longtemps que notre esprit puis nos émotions le sont aussi. Comment se fait-il qu'on fait juste manger, prendre des pilules, changer des affaires à l'extérieur de nous, puis on croit que par magie, on va nous se transformer? Ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, toutes les femmes qui ont perdu du poids avec le céto n'auraient jamais repris une livre. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous d'accord? Faites-moi des pouces ou répondez-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui aurait repris une livre, sauf si tu commences ta ménopause, puis que là, tu as comme un 10 livres de ménopause qui arrive, puis qui va partir dans 3 ans. Mais, vous me suivez? Si c'était si simple, il n'y a pas personne qui me dirait « Ah oui, il faudrait que je reprenne mon céto. » S'il faut reprendre le céto, c'est parce que quand on l'a fait la première fois, on ne l'a pas fait avec le bon état d'esprit. Que tu sois céto ou Weight Watchers, peu importe la diète que tu choisis, si tu ne changes rien ici, tu le sais que tu vas reprendre ton poids. Tu l'as déjà fait combien de fois dans ta vie? Moi, je sais pas, 35 fois. Or, il est grand temps qu'on parle de ce qui se passe ici, puis de ce qui se passe là. Parce que c'est là, puis là, qui va régler le physique. Vous le savez déjà que les maladies, c'est majoritairement psychologique. Le cancer, on entend parler depuis des décennies que c'est émotionnel. Oui, la bouffe qu'on mange, c'est important, mais si je ne change rien ici, si je ne change rien à mon conditionnement, si je reste, moi, la femme qui a besoin de s'acheter une barre de chocolat quand elle va gazer son char, si je reste la femme qui a besoin de prendre un dessert quand je vais au restaurant, si je reste la femme qui n'est pas capable de dire non au dessert de Noël parce que je vais choquer ma mère, ma tante, whatever, si je reste la personne qui a besoin, qui à tous les fois qu'elle se dit qu'elle se met au régime, elle se met juste à penser à tout ce qu'elle ne peut plus manger. Est-ce que ça vous arrive, ça?
Je suis encore en live, là, parce qu'il n'y a Ah, personne qui ouais, me t'es répond, encore fait là. que je veux pas que ça fasse comme la semaine passée. Ça vous arrive-tu, ça? Là, tu te dis, OK, je vais commencer à être au régime lundi, dimanche, samedi, une date, OK? Là, tu te dis une date, puis là, dès que tu penses à ça, tu te mets à focusser dans ta tête sur tout ce que tu pourras plus jamais manger. Je pourrais plus manger de Kit Kat. Je pourrais plus manger de gâteau. Je pourrais plus manger de brownies. Je pourrais plus manger de tarte au citron. Je pourrais plus manger de patates frites. Je pourrais plus manger de poutine. Je pourrais plus manger ça. Oh mon Dieu, puis là, il y a la fête d'un tel qui arrive la semaine prochaine. Ça marche pas. Je vais commencer à être au régime après sa fête. Puis là, après ça, c'est un autre fête, un autre anniversaire, de mariage, et là, dès que je décide que je me mets au régime, je ne fais que penser à toutes les fêtes qui arrivent, puis à tout ce que je mange pendant ces fêtes-là, puis à toutes les occasions. Puis là, je pourrais plus prendre de vin. Puis là, quand je vais à mon restaurant préféré, je pourrais plus prendre cette assiette-là. Puis là, je pourrais plus faire ici. Le F de fier, c'est focus. Sur quoi je focus dans ma tête. Puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un, puis moi j'ai fait ça toute ma vie, à toutes les fois que je me suis dit que je me mettrais au régime, je me mettais à focuser dans ma tête sur tout ce que je pourrais plus manger. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans ma tête? C'est comme là je me mettais en, faut que je me retienne, faut, mais combien de temps tu te retiens? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois quand tu es super motivé, 6 mois quand tu es sacoche. Mais dès que tu vas atteindre le poids que tu veux, c'est sûr que tu vas manger tout ce que tu retiens depuis tant de temps. Résultat, après la moitié du temps que tu as mis à tout le perdre, tu vas l'avoir repris. Pourquoi? Parce que là, tu vas t'être dit, comme moi je me disais à l'époque, ben là, je peux me permettre. Là, j'ai un poids correct. Ça n'a rien à voir. Si je me permets de manger tout ce qui m'a rendu grosse, quand tout à coup je suis moins grosse, devinez qu'est-ce qui arrive? Je retourne à grosse. C'est tout. Si je mange plus de sucre, je peux pas faire de diabète, je peux pas avoir trop de sucre dans mon sang quand que j'en mange pas. Mais si tout à coup je me remets à manger du sucre, devinez ce qui se passe. Le diabète, il revient au galop. Il est jamais parti. Il était pas parti. Il était plus présent parce que je mettais pas dans ma bouche ce qui le faisait être présent. Du moment où est-ce que je vais recommencer à manger du sucre, ou que j'arrête jamais d'en manger assez, je ne peux pas faire disparaître le diabète de ma vie, de mon body. Du diabète, c'est avoir trop de sucre dans le sang. Point. Ça n'a rien à voir avec ta génétique, esti. V'là 100 ans, là, c'est pas vrai que toutes les familles étaient diabétiques. V'là 150 ans, c'est pas vrai que toutes les familles étaient pris du cœur. V'là 100 ans, c'est pas vrai que tout le monde était obèse dans les familles, c'est pour ça que la petite est grosse. Ça n'avait rien à voir. Ça n'a rien à voir. De toute façon, j'ai appris plein de choses. Hein. Moi, je continue d'étudier plein d'affaires. La génétique, c'est réversible. Tu peux changer tes gènes juste en méditant. Fait que, tu sais, penser qu'on est prisonnier de nos gènes parce que ma mère était diabétique puis mon père il est mort du foie, là, c'est se mettre dans une prison psychologique. Être obligé de manger du sucre, c'est une prison psychologique. Être obligé de faire comme les autres, c'est une prison psychologique. Être obligé de se mettre au régime parce qu'on est trop gras, c'est une prison psychologique. Avoir peur d'aller voir son médecin, avoir peur de voir ses résultats sanguins, c'est une prison psychologique. Fait que ceux qui veulent rester dans leur prison psychologique, vous avez le droit. Mais moi, ce que je vais parler, ce que nous allons parler dorénavant, c'est comment sortir de ces prisons psychologiques. Puis du moment que tu vas réussir à faire des pas pour sortir de ta prison psychologique, tu vas voir que le diabète va prendre le bord beaucoup plus facilement. Tu vas voir qu'il y a plein de choses qui peuvent se régler beaucoup plus simplement dans ta vie. Parce que tant que tu es dans ta prison psychologique, tu as l'impression qu'il faut faire ça de telle manière ou d'autre. Non, tu es juste aux prises dans ta prison psychologique. Et il est grand temps que ces prisons psychologiques-là disparaissent. Il est grand temps que les êtres humains travaillent sur leur libération.
sur se libérer. Attendez pas que ce soit un gouvernement qui le fasse. Il n'y a aucun gouvernement qui va vous libérer. C'est à nous à le faire. Chacun d'entre nous. Se libérer de ces prisons psychologiques-là. Vous avez déjà vu l'image du cheval qui est attaché après une chaise en plastique? Il pourrait partir à courir, puis il traînerait la chaise à plastique, puis il piétinerait dessus. Mais non, il est dans sa prison psychologique, il est attaché après la chaise et donc il ne bouge pas. La question que j'ai à vous poser, c'est combien de temps tu restes attaché après ta chaise? Fait que c'est de ça qu'on va parler. L'esprit et la constance, ça vient avec la libération. La constance, ça vient avec la libération psychologique. La majeure partie des gens disent je manque de constance, je manque de motivation, je manque de volonté. Tu manques de rien. Tu as tout ce qu'il faut en dedans de toi. Tu es un être humain super puissant. Tu as tout ce que tu as besoin pour passer à travers n'importe quoi. Mais tant que ta prison psychologique te dit que tu manques quelque chose et que ça devient ta croyance, tu y crois et donc tu deviens ta première victime. C'est de ça qu'on va parler. C'est ça, fier. Je suis tannée de voir les gens. J'en ai parlé de ces taux, les filles, là. J'ai parlé de gras, de sel, de magnésium, de machin. Je dis pas que j'en parlerai plus jamais. C'est simple. C'est une base si simple que ça n'a même pas besoin de cours de 6 mois, là. J'ai passé des années à parler que du CETO et à regarder des femmes perdre, reprendre, disparaître, revenir, gonfler de 50 livres, recommencer, être contente parce qu'au bout de 2 semaines, ils ont perdu du livre dans le fleur, penser que c'est reparti pour de bon. C'est ça. Ben, c'est pour ça, Sylvie, que c'est ce que je vais faire. Je ne suis pas psychologue, je suis coach. J'ai un cours de neurolinguistique, j'ai fait de la neuroscience, là j'ai appris récemment de la physique quantique, j'arrête pas de trouver des outils. Ça sera sûrement peut-être pas pour tout le monde. Il y a du monde qui aime mieux dire, ben tu vois, pour moi ça marche pas. Je veux que tu parles de CETO parce que ça a l'air que j'ai pas encore compris. Mais encore ça, c'est juste une prison psychologique. Tu penses que tu es pas assez bonne pour avoir compris après 5 ans? Ça n'a rien à voir avec que tu n'es pas intelligente ou tu n'as pas compris. Ça a juste à voir à tu crois sincèrement que tu n'es pas capable de t'en passer. C'est une croyance. Donc, il faut aller enlever ces croyances-là, les transformer. Il faut aller travailler sur soi. Nous sommes la source. C'est nous la source. On est plus que nos esprits, on est plus que notre esprit, on est plus que nos pensées, on est plus que nos émotions, puis on est plus que notre corps. Il est grand temps de se reconnecter à l'être extraordinaire que nous sommes et à retrouver nos forces. C'est ça qui est temps de faire. Or, c'est ça que moi, j'ai pris le temps de faire parce que j'avais perdu connexion avec moi-même à cause de que j'ai laissé tout ça m'envahir et que j'ai vécu dans la peur de ce gars-là, entre autres, qu'aujourd'hui, je te dirais comment ça se fait que j'ai fait ça. Parce que, en dedans, ici, c'est ça qui s'est passé. Du moment que j'ai commencé à travailler sur mes pensées autrement, ça s'est transformé. Fait que ça va être ça, le mouvement fier. Je ne vous en parle pas officiellement encore, je sais juste planter des graines, ça s'en vient. On va planter des graines durant le mois d'août, puis on va arriver à la rentrée. On va vous laisser être dans vos vacances, parce que dans les vacances, il faut manger des cochonneries, right? C'est comme une croyance. Fait que donc, il est grand temps, je crois, de revenir à l'essence de l'être humain, à sa force, et surtout d'amener chaque personne à se libérer, parce que c'est de cette manière-là qu'on va transformer le monde. C'est pas en criant après Trump, c'est pas en chiant d'en face au monde sur les réseaux sociaux, c'est pas en se remplissant de haine, c'est au contraire en se remplissant d'amour et en ramenant le focus à la bonne place sur nous. Il faut arrêter d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui nous sauve et il faut commencer
à travailler sur notre salvation. Fait que voilà, on reviendra pour vous en reparler de Fier. Bien sûr, j'en reparlerai du CETO. Je trouve que c'est un outil sur notre chemin qui a bien de l'allure. Mais ça prend à peu près 5 minutes de comprendre réellement la bonne affaire. Simplement. Je le sais que c'est pas ça que ça a l'air sur les groupes et tout ça, mais ça prend pas tant de temps à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on stick pas à ça quand on est si bien? Ça, pis ça. Nadamas. Rien de plus. Fait que sur ça, j'ai dépassé 1 heure. J'avais dit que je ne ferais pas des lives plus longs que 20 minutes à partir de maintenant. Mais voilà, c'était ça. Fait que ce sont les raisons pour lesquelles on reste ici et ça nous aide à transformer nous-mêmes notre psychologie et on va vous en reparler. Mais commencez à penser, commencez à vous regarder cette semaine. Pourquoi j'ai le goût de manger une cochonnerie? Ah! J'ai de la peine. Ah! Je suis en crise. Ah! Je suis frustrée. Puis là, j'ai le goût. Je vous ai assez parlé de comment on s'en va remplir notre besoin de sécurité. Commencez à vous regarder cette semaine. La semaine prochaine, vous pourrez me dire t'as bien raison, Anne-Renée, j'ai mangé 2 mars cette semaine, puis c'est à cause de ça. D'accord? Fait que regardez-vous aller. Regardez-vous aller. Vous êtes les premières spectatrices de votre vie. Regardez-vous aller pour devenir consciente de ces comportements-là. Mangez de la viande avec du beurre. Bye! N'oubliez pas votre sel. Salut! Bonne semaine!